Bonjour. Donc pour cet exercice 5, nous allons revenir un peu sur la production des rayons X. Alors on nous dit que pour produire un rayonnement X monochromatique, nous avons utilisé une anticathode ou anode, c'est celle-là, donc l'anode, en cuivre. Et on nous demande quelle tension, c'est-à-dire quelle différence de potentiel minimale il faudrait appliquer entre la cathode et l'anode pour émettre la série des RK, c'est-à-dire la K alpha, la K bêta, K alpha 1, K alpha 2, K bêta 1, K bêta 2. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement quelle est la différence de potentiel qu'il faudra appliquer entre l'anode et la cathode pour arracher des électrons de la couche K. Parce que la série des RK, on ne peut l'avoir que lorsqu'on a arraché des électrons de la couche K. Et ensuite, on a les transitions électroniques vers la couche K et on a la K alpha, K bêta, comme on a vu dans l'exercice 1. Donc il faut pouvoir arracher donc, des électrons de la couche K. Alors, on applique une différence de potentiel. On va voir d'ailleurs quelle est sa valeur entre la cathode et l'anode. Et les électrons qui vont venir frapper l'anode, ils vont acquérir, sous l'effet de cette différence de potentiel, ils vont acquérir une certaine énergie et ils vont venir frapper donc, les atomes de l'anode. Alors, dans ce processus, un électron provenant de la cathode peut très bien perdre toute son énergie du fait du rebondissement sur les électrons, du fait de la déviation des électrons, de l'arrachement des électrons. Et comme il y a une multitude d'atomes, donc c'est quand même une anode métallique, donc une épaisseur de métal très importante, donc des milliards et des milliards d'atomes de cuivre, eh bien, on peut imaginer qu'un électron qui arrive de la cathode, eh bien, il va perdre toute son énergie dans ces chocs, dans ces arrachements d'électrons. Et on peut représenter ça comme suit. Alors, l'énergie de l'électron incident qui vient de la cathode, donc pour pouvoir arracher un électron de la couche K, il faut que cette énergie soit au moins supérieure ou égale, au minimum égale à l'énergie de l'électron de la couche de cœur de l'anode. C'est-à-dire, il faut que les électrons de la cathode aient une énergie supérieure à l'énergie EK. Quelle est l'énergie des électrons incidents? Eh bien, comme on les soumet à une différence de potentiel delta U, leur énergie c'est E delta U, E étant la charge de l'électron. Et l'énergie donc, de l'électron de la couche K de l'anode, c'est Hc sur lambda K. Vous voyez bien, lambda K, c'est l'énergie ou la longueur d'onde du niveau K. Et en appliquant, bien entendu, en remplaçant, nous avons finalement lambda minimum est égal à Hc sur E delta U. Et en appliquant, faisant l'application numérique, et en prenant lambda K, qui est de 1,3804 angstrom, et non pas lambda K alpha ou lambda K bêta, c'est lambda K, c'est la longueur d'onde de l'électron sur la couche K, ou l'énergie de l'électron sur la couche K, c'est l'électron que l'on va arracher. Et avec cette valeur-là, en faisant l'application numérique, on trouve une différence de potentiel de 8,991 kV. Alors, bien entendu, dans cette application numérique, donc la constante des Planck est en joules secondes, la vitesse de lumière en 3, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. E, c'est la charge de l'électron, c'est 1 électron-volt, mais pour transformer donc les joules en électron-volt, et là c'est lambda K. Et l'application numérique nous donne 8,99 kV, presque 9 kV. En fait, comme on a vu que lors de la production de rayons X, il y avait beaucoup de pertes sous forme de chaleur. Et si on applique strictement cette différence de potentiel entre l'anode et la cathode, eh bien on ne va pas pouvoir arracher les électrons de la couche K. Pourquoi? Parce que déjà, avant que l'électron puisse arriver sur l'électron de la couche K, il va être attiré par le noyau. Et en étant attiré par le noyau, donc il va perdre une partie de l'énergie. Donc il n'aura pas
cette énergie-là, il aura moins de ça, et donc finalement, il ne pourra pas arracher l'électron. D'accord? Donc ça, c'est le minimum. C'est pour ça qu'on dit qu'il doit être supérieur ou égal. Alors, ça, c'est le minimum. Mais en fait, dans la pratique, les appareils de rayons X, par exemple, on utilise d'une différence de potentiel de l'ordre de 40-50 kV, et pour certaines utilisations, on arrive même jusqu'à 150 kV. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une grande partie de l'énergie qui est produite, elle est perdue sous forme de chaleur. Et elle ne sert pas uniquement à arracher les électrons. Il va y avoir des chocs avec des électrons, des arrachements d'électrons, l'attraction par le noyau. Et donc, globalement, cette différence de potentiel ne suffira pas. Il faudra utiliser une différence de potentiel beaucoup plus grande. Voilà. Alors, si l'on passe à la question petit b, donc on veut obtenir un rayonnement monochromatique. Donc on a, si je représente le spectre, c'est ce qu'on voit ici, ce qu'on avait déjà eu, le spectre donc du rayonnement polychromatique. On a la ligne de fond qui correspond au spectre continu, au spectre de freinage, et on a les caractéristiques des éléments. Si on veut avoir un rayonnement monochromatique, il faut éliminer les raies. C'est-à-dire, il faut les éliminer. Alors la raie qui est la plus intéressante dans un spectre, c'est la raie K-alpha, parce que c'est celle qui a l'énergie, l'intensité la plus grande. Et donc, il est préférable d'utiliser. D'autre part, la lambda K-alpha est de l'ordre de grandeur des distances interatomiques, généralement entre 2 et 0,7. Et donc, elle est de l'ordre de grandeur des distances interatomiques et elle a une grande intensité. C'est pour cette raison qu'on l'a choisi. Alors, comment faire pour absorber toutes les radiations et ne laisser que la K-alpha 1 et la K-alpha 2 qui sont difficilement séparables, on n'arrive pas à les séparer. On va tout simplement utiliser les propriétés d'absorption des éléments. Nous avons vu dans les exercices précédents que chaque élément avait une courbe d'absorption qui avait cette allure-là, c'est-à-dire avec une discontinuité K et des droites de part et d'autre. Si on s'arrange de manière à placer un élément qui a une discontinuité K qui se trouve entre lambda K bêta et lambda K alpha, toute la partie inférieure en dessous va être absorbée et il ne va nous rester que la K alpha 1 et la K alpha 2. Très peu de K bêta, à 2% jusqu'à 3% de K bêta. Et aussi 50% à 60% de K alpha. Donc on aura les L alpha, L bêta, etc. Elles sont pratiquement toutes entièrement absorbées. Et donc finalement, l'utilisation d'un filtre doit respecter la condition qui est tout simplement lambda Ka, lambda K du filtre doit être comprise entre lambda K alpha de l'anode et lambda K bêta de l'anode. Donc il doit se situer entre les deux. D'ailleurs, une autre relation que vous pouvez vérifier sur le tableau de l'exercice 1, pour les éléments de transition 3D, cette relation nous donne en fait Z du filtre, le numéro atomique de l'élément qui peut jouer le rôle du filtre, est égal au numéro atomique de l'élément constituant l'anode, moins 1. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de l'exercice. Donc on a l'anode est en cuivre et on veut éliminer la K bêta qui est de 1,3922 angstrom. En appliquant la relation qu'on vient de voir, lambda K du filtre doit être comprise entre lambda K bêta de l'anode et lambda K alpha de l'anode. En plaçant les valeurs de lambda K alpha et de lambda K bêta, là ils sont inversés, c'est l'inverse, d'accord, 1,54 et 1,39 ici. En regardant dans le tableau de l'exercice 1, on voit que le seul élément qui peut jouer le rôle du filtre, c'est le nickel, car il a un lambda K de 1,484 angstrom, qui se situe bien entre les deux. C'est la même chose si on applique la relation Z de Ni égale à Z du filtre.
c'est Z du cuivre moins 1. Le cuivre c'est 29 et le nickel c'est 28. Donc c'est le nickel qui va jouer le rôle du filtre et qui va permettre d'absorber toutes les radiations et de ne laisser que l'arrêt K-alpha 1 et K-alpha 2, c'est-à-dire un faisceau ou un rayonnement monochromatique. Voilà, je vous remercie.